Bonjour, bonsoir, merci d'être là. Avant de commencer dans le vif du sujet directement, je voudrais d'abord remercier l'association des Amis du Musée de l'Imprimerie de m'avoir invité pour faire cette conférence, et aussi le Musée de l'Imprimerie lui-même, d'où toutes les images à peu près que vous allez voir ce soir proviennent, et ce que j'ai pu faire cette recherche dans ce musée. Donc, ce que vous allez voir là est le résultat de ce qu'on appelle le corpus typographique français. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, le ministère de la Culture numérise. Donc on a commencé par les peintures, les sculptures, les tableaux, le vrai art. Et après 10 ans, on s'est dit, tiens, on pourrait faire du graphisme aussi. Et donc, il y a ce plan de numérisation qui a été lancé, et le musée de l'imprimerie de Lyon y participe, en créant justement, alors, en deux parties, une première partie que je vais vous présenter ce soir qui est le corpus typographique français, et une deuxième partie sur les éphéméras. Les habitués de l'endroit doivent savoir ce que c'est, donc les imprimés éphémères et anonymes. Donc ce corpus typographique français vise à recenser, c'est pas exhaustif, mais à recenser à peu près toutes les polices de caractères dessinées en France entre 1850 et aujourd'hui. Donc, ça sera une série de notices qui se trouvera sur Internet. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, c'est en train d'être mis en place. Ça se trouvera sur le site de la Bibliothèque municipale de Lyon, et on pourra aller consulter des textes et des images qui présenteront comme ça une espèce de tour d'horizon de la typographie de cette période. Et donc, c'est jusqu'à aujourd'hui et plus, c'est-à-dire qu'il y a un appel à contribution qui a été lancé et qui court toujours. Donc, si vous dans la salle, il y a des gens qui dessinent des lettres, n'hésitez pas à les envoyer, à tirer une page et à l'envoyer au musée. On la gardera bien précieusement et ça entrera dans ce corpus. Donc, ce corpus, on a décidé de ne pas être exhaustif, ça n'est pas vraiment possible non plus, mais d'être représentatif. Donc, il y a des choses, dans la période, des choses relativement anciennes. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont eu un instituteur partisan de la méthode Freinet. Ça date un petit peu. Donc, c'est des composteurs pour composer en classe des petits journaux dans la méthode pédagogique Freinet. Alors, il y a des choses un peu plus récentes, comme des boîtes, bêtement. Ici, c'est la boîte du programme Icarus pour les premiers programmes de dessin de caractères numériques. Il y a des choses très très belles. Est-ce que quelqu'un reconnaît le caractère en question? C'est du Mistral, oui. Donc dessiné par Roger Excoffon, qui a eu énormément de succès, mais bon, qui a un petit défaut, enfin un défaut si on veut, c'est que quand vous avez un caractère en plomb, la lettre évidemment est gravée à l'envers dessus, et du Mistral, si vous prenez une lettre isolée, même à l'endroit c'est difficile de la reconnaître. Alors à l'envers d'autant plus. Donc là vous pouvez voir que sur les caractères en plomb, il y a dans le bas, là si ça apparaît en haut, ici, dans le bas de la lettre, il y a une petite aide pour le compositeur, pour qu'il puisse se rendre compte de voir quelle lettre c'est. Parce que sinon ça fait juste une espèce de vague et on ne sait pas trop ce que ça peut bien être comme lettre. Donc dans ce corpus justement il y a des choses de différentes périodes, il y a des choses très belles et des choses un petit peu moins réussies. Comme ici, c'est un caractère, ce sont les fantasques, qui portent terriblement bien leur nom. Un d'entre vous, c'est donc la fonderie de Bernier et Peignot, qui est de loin la plus importante. Alors, je pense qu'il faudra organiser un jour une conférence sur quelqu'un qui vienne présenter l'histoire de cette fonderie, parce que c'est assez... on s'ennuie pas, c'est des mariages, des tromperies, des rachats, des escroqueries, enfin c'est une véritable saga. Et donc c'est un conglomérat, ils ont racheté, ça s'est fait au fur et à mesure, d'associations et de rachats de différentes fonderies. Dans les fonderies françaises, on connaît généralement bien aussi la fonderie Olive. Donc de Bernier et Peignot était à Paris. Pour Olive, on est à Marseille, qui était le plus sérieux concurrent. Et alors bon, la fonderie Olive, vous aurez l'occasion d'en entendre parler ces prochains temps au musée de l'imprimerie.
En l'occurrence, là, ce qui est assez drôle avec eux, c'est qu'ils ont toujours un peu d'humour dans les spécimens. Donc ici, vous avez une fausse publicité pour une entreprise pharmaceutique. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Le procédé biothermique Spljørdgilt en Norvège, avec son adresse française sur le boulevard Hippocrate, forcément, pour une entreprise pharmaceutique. Donc ils s'amusaient bien, généralement. La fonderie Olive, et le troisième grande entreprise, c'est aussi un regroupement de petites sociétés, c'est la fonderie typographique française. Maintenant, à partir de là, il en reste un certain nombre. Et alors, je doute, en tout cas personnellement, je n'avais jamais entendu parler avant de me plonger là-dedans, de Jacobi et Fils à Grenoble. Bon, là, c'était pas une fonderie, c'était des caractères en bois pour des affiches. Ou plus ancienne, Toré et Viré, qui était à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Un nom difficile à porter, CH, alors je suppose que c'est Charles, mais c'est toujours abrégé, Boudin. Seulement 2 spécimens, 2 caractères, pas très bons, là vous voyez, il n'est pas extrêmement magnifique ce caractère. Les 2 sortis en 1914 et plus de nouvelles après. Bon, on peut imaginer pourquoi la fonderie en question a disparu. Poirier de Saint-Charles, rue des Catacombes, et ma préférée pour terminer, Warnery, qui avait un très joli logo. Donc, ce que je vais vous demander là ce soir de faire, c'est pas forcément évident, c'est de regarder les lettres comme si c'était des images, alors qu'on a l'habitude, et c'est tant mieux de les lire. Donc là, il faudra essayer de les regarder. Et je vais essayer autant que possible d'éviter des termes de jargon un peu particuliers, parce que un typographe, c'est quelqu'un qui joue avec des lettres toute la journée, enfin qui travaille avec des lettres toute la journée, et qui du coup joue avec les mots, travaille avec les mots, et a un vocabulaire un peu particulier, et dit pas mal de bizarreries. Alors j'aimerais entrer dans cette histoire à travers le vocabulaire, parce qu'il y a pas mal de mots de vocabulaire courants qui, pour un typographe, ne veulent pas dire la même chose. Tout très simple pour commencer. Qu'est-ce que c'est? Une coquille. Pour un typographe, une coquille, ça n'est pas ça, mais ceci. Monsieur Delsart, capitaine de la garde nationale, a été dévoré hier à la tête de sa compagnie. Évidemment, il faut un C à la place du V dans dévoré. Bon. En passant aussi la coquille, il semblerait que ça soit une invention. La première fois qu'on a mention d'une coquille, c'est à Lyon. En 1556, Jean Perron publie La Dame Imprimerie, le Seigneur de la coquille et leur suppôt. Bon. L'origine, ça viendrait, alors on peut mettre beaucoup de guillemets, ça viendrait que le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, où l'on revient avec une coquille Saint-Jacques, généralement, était fait en rémission d'une faute. Quand on avait fait une faute, un péché, on faisait un pèlerinage à Saint-Jacques. Et apparemment, l'expression viendrait quand un compositeur faisait une faute, faisait une coquille, on l'envoyait à Saint-Jacques, en guillemets, on l'envoyait récupérer ses coquilles et corriger ses erreurs. Bon, c'est pas assuré comme origine. Bon. C'est pas quand on oublie le cul? Ça peut aussi être une solution si vous enlevez la lettre Q à l'intérieur du mot coquille, vos phrases peuvent avoir un sens très différent. Autre vocabulaire typographique. Donc cette image-là ne vient pas du musée de l'imprimerie. Évidemment. Qu'est-ce que... C'est un bourdon. Par exemple, le ministère vient de nommer une commission pour éluder la question. On peut y croire très aisément, mais évidemment, au départ, c'était prévu pour élucider la question. Donc un bourdon, c'est quand on oublie quelque chose. Ça choque pas. Non, c'est pas... Alors, tant qu'on est dans les animaux, avec la coquille et le bourdon, on a aussi ceci qui s'appelle, dans les ateliers, c'est un chien. C'est la brosse pour nettoyer. Il y a aussi les canards, qui sont des journaux bon marché et de pas très bonne qualité. Et puis, semble-t-il, mais alors là, je ne peux pas vous dire d'où ça vient,
quand on est typographe et qu'on va enterrer un collègue, on mange un lapin. Je ne sais pas s'il y avait des habitudes de manger du lapin après les enterrements. Enfin, donc, je ne sais pas. Donc, dans cet aspect de manipulation des noms et des lettres, il y a déjà une particularité assez française. Je ne sais pas non plus pour quelle raison exactement, c'est qu'on renommait très souvent les caractères. Dans les autres pays, production en Allemagne ou en Angleterre, étaient vendus sous un certain nom, et en France, on changeait le nom. L'exemple le plus connu étant l'Europe pour les compositeurs français. Aujourd'hui, sur un ordinateur, ça s'appelle du Futura, qui était le nom original, mais pour les clients français, ça s'appelait de l'Europe. L'autre exemple très connu étant le folio, le caractère folio, qui était vendu en France sous le nom de Caravelle. Je ne sais pas non plus la raison exacte. Donc, si on continue dans ce vocabulaire, plus difficile. Qu'est-ce que représente ce tableau? Alors, le côté oriental n'est pas très mis en valeur, mais c'est une égyptienne grâce à Langer. Vous êtes d'accord? Mais une égyptienne grâce à Langer pour un typographe, c'est ceci. Malheureusement. Donc, le côté allongé, c'est-à-dire les lettres étroites. Grasse, c'est-à-dire très noir, très foncé. Et égyptienne, ce sont donc c'est donc le nom qui a été donné au caractère, dont les empattements, donc les pieds des lettres qu'on voit en haut et en bas, les petits pieds horizontaux, ont la même épaisseur que les verticales. Ça s'appelle des égyptiennes. Alors, si vous prenez une égyptienne avec ses empattements rectangulaires et que vous les exagérez, c'est-à-dire que les parties horizontales deviennent plus importantes que les parties verticales, au contraire de toute la tradition calligraphique et typographique, vous leur mettez un peu d'étalons, qui ressemble un peu à ceci. Et là, on change de pays, on était en Égypte, et là, on se retrouve avec des italiennes. La raison exacte, je ne sais pas précisément non plus. Qu'est-ce que c'est, selon vous? Bon, une vache, évidemment, mais plus précisément. Ça, c'est pas une Montbéliarde, c'est une Normande. Pour un typographe, une Normande, c'est ceci. C'est donc un caractère du type didone, où donc on a une construction extrêmement géométrique et très verticale. Si vous regardez le haut bas de case de Paul Zoroui, vous verrez que c'est construit vraiment sur un axe vertical. Les caractères plus anciens avaient des axes penchés dus à des formes calligraphiques. Et donc, ce type d'idome est très très gras. Ce qui fait qu'on a des verticales très grasses et des horizontales qui sont extrêmement fines, qui font des petits filets très légers. Donc ceux-ci, ce sont des normandes. Quand vous prenez une normande et que vous la serrez, vous arrivez à une bretonne. Je ne sais pas exactement pourquoi non plus. Et alors, quand je vous dis ça, c'est dans plusieurs spécimens. Apparemment, c'était un terme généralement utilisé. C'est pas un vendeur qui a choisi ce nom-là une fois. C'était très fréquent. Et au contraire, si vous prenez une normande et que vous l'écrasez, vous la tirez horizontalement, c'est une alsacienne. Les deux présentés ici viennent de la fonderie Viret. Tant qu'on est dans les régions, allons-y avec cette chose assez étonnante qui est une écriture parisienne. Voilà. Écriture parisienne fondue par la fonderie typographique française. Vous verrez, la fonderie typographique française, généralement leur production, c'est pas les plus classiques du lot. Écriture parisienne. La française légère. Bon, là c'est pour du grec, mais c'est la française, un caractère typiquement français. Et peut-être que ça dit quelque chose à quelqu'un, cette forme. En fait, c'est du caractère auréole, qui a eu énormément de succès en version condensée. Et il y a eu tellement de succès que donc c'était vendu là en grec. La page d'après, vous l'avez en cyrillique. Ça a été développé pour la vente à l'international. Et du coup, c'est devenu pendant très longtemps le style quasiment national français. Quand on voyait des espèces de choses florales et molles comme ça, on disait que c'était français.
Warnery, qu'on a vu tout à l'heure, proposait, eux, leur gauloise, qui, si on devait le classer dans le système Vox-Atypi, serait un peu problématique, parce que c'est un peu plein de choses à la fois. C'est assez particulier et assez peu utilisé. J'en ai vraiment croisé très peu dans des spécimens ou dans des petits des éphéméras imprimés, ce genre de choses-là. Donc tout ça, c'est une question de connotation. Donc, est-ce que vous voyez ce qu'est un caractère d'anglaise? Les écritures liées, très très penchées, qui sont faites avec une plume métallique. Maintenant, un anglais qui penche de travers, qu'est-ce que c'est? Enfin, une anglaise, pardon, qui penche de travers. C'est une écossaise. Donc vous avez ici des anglaises, mais penchées à gauche, au lieu de pencher à droite. Alors c'est peut-être pas évident pour ceux qui sont le plus à l'arrière, mais on peut voir que c'est vraiment des caractères typographiques, parce que la jonction entre les caractères ne se fait pas très bien, il y a des petits blancs qui apparaissent, ça montre que c'est vraiment des caractères en plomb. Maintenant, quel pays? Avec des noms bien franchouillards comme Gare d'Orléans, Bordeaux, Bulletin des Halles. Ce sont des Danoises. Là, je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher l'idée des Danoises. Pareil pour ceci. Présenté avec les ornements Les Cyclamènes, la collection de 5,40 kg. Ce sont des Hongroises. D'ailleurs, vous pouvez voir en passant, si vous ne l'aviez pas fait jusque-là, donc les caractères s'achetaient au poids. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, là vous voyez qu'on a déjà des tracés un peu calligraphiques. On ne sait pas trop quel outil utilisait le calligraphe pour faire ses lettres, ni quelle drogue il avait pris, mais c'est calligraphique. La citation calligraphique, ça marche très fort à l'époque, surtout quand on veut citer l'Extrême-Orient. Donc ici vous avez les javanaises. Bon, voilà, on ne va pas composer un livre entier comme ça, évidemment, c'est pour du titrage et de la publicité, ce genre de choses. Et quand vous faites des choses qui n'ont aucun coup de plume, aucune référence historique, qui n'ont aucune connotation, comme ça, qui sont vraiment bizarres, c'est pas vraiment calligraphique, c'est pas vraiment géométrique, c'est un peu beaucoup de choses à la fois, donc à ce moment-là, il faut aller chercher très très loin, ce sont des babyloniennes. Alors ça c'est une option, donc pour vendre des caractères, c'est de leur donner des noms bien stricts d'un pays qui connote beaucoup. Mais le commerce est international, donc c'est beaucoup plus intéressant d'essayer de faire des caractères qui puissent se vendre partout, à travers le monde, et plaire partout. C'est le cas de ce caractère très connu, qui est l'univers. Si vous allez visiter le musée de l'imprimerie, vous en avez des planches dans la salle, la dernière salle au 3e étage, qui donc est le premier caractère dessiné pour la photocomposition. Et là, vous avez 21 variations sur un thème unique. C'est le premier caractère autant décliné, en version normale, grasse, italique, qui est plutôt du romain penché, condensé, étendu, etc. C'est très vaste. Et donc, ça a été réalisé pour De Bernier-Peignot par Adrien Frutiger entre 1954 et 1957, mais il y avait eu des précédents, avec le nom Univers. Il y avait les universels, de Migras, là en l'occurrence, de la fonderie Dutray à Limoges, qui eux, donc pour les gens qui connaissent un peu, vous voyez le caractère Futura, c'est sorti 3-4 ans après le Futura, c'est du pseudo-Futura, voilà, c'était un peu leur spécialité, ils prenaient ce qui marchait bien, ils faisaient des copies plus ou moins réussies, et ils les sortaient à leur manière à eux. Alors, les petits trucs pour les reconnaître, c'est qu'il y a un G très très large, par exemple, que vous voyez ici, je ne sais si vous voyez là-bas. Voilà. Par exemple, le F minuscule descend sous la ligne de base des lettres. Donc ce sont les universels du trait. On a aussi les universels de Warnery. Alors là, par contre, ça n'a rien à voir. Les minuscules, on pourrait comparer ça à du Times gras, un peu. Par contre, les capitales, c'est assez étrange. Si vous regardez le U capital, une espèce de forme de fer à cheval, assez particulière, et le A, la barre qui traverse le A, dépasse des deux côtés. Donc aussi, ils n'ont pas eu un succès phénoménal.
Et donc, d'une fonderie à l'autre, on se copie, on se plagie, et allègrement. Dans l'histoire des plagiats, il y a une histoire qui est fameuse, c'est celle du caractère Peño, que vous pouvez voir, par exemple, si vous allez à Paris, sur le fronton du palais de Chaillot. Il y a un texte de Paul Valéry fait en Peño. Donc Peño fait par la fonderie de Bernier Peño. La fonderie Olive, concurrent direct, sort quelques années après le Chambord. Très proche, vraiment très ressemblant, mais plus sage. Du coup, Peño dégaine l'année d'après, si je ne me trompe pas, le Touraine. Bon, là, ils ne sont pas allés chercher loin dans les noms, après Chambord, le Touraine. Puis, quelques années plus tard, encore le Néo Peño. Un autre exemple moins connu qu'on a ici, justement cette même fonderie de Bernier Peño, a sorti le Nicolas Cochin. Il fait partie d'une série où il y avait le Cochin, le Nicolas Cochin, le Fournier le Jeune, et encore un dernier dont j'ai oublié le nom. Donc c'est basé sur, non pas des caractères anciens, mais sur des gravures de Charles Nicolas Cochin le Jeune, du XVIIIe siècle, qui était graveur, et qui gravait les légendes de ces images. Et donc ça se base sur les gravures de ces légendes. Ça a plutôt bien marché, du coup Dutrey saute sur l'occasion et sort son Jean-Jacques. Aussi dans les citations du XVIIIe siècle, je suppose que c'est en hommage à Jean-Jacques Rousseau, qui a les mêmes particularités, c'est-à-dire un très petit œil, c'est-à-dire une énorme différence entre majuscules et minuscules. Si vous regardez le mot bataille, le A de bataille n'arrive même pas à la moitié de la taille du B. Autre particularité, bon alors vraiment à ce caractère-là, c'est son A avec sa petite houppette qui dépasse sur la gauche, son A capital. Et puis un dessin, si on agrandit, un peu moutonneux. Il n'y a pas de ligne droite, ça tremble partout. Je ne sais pas quel était le but exact de ce genre de choses-là. Donc, si bien que dans les copies, les allers-retours, Peño ressort en 1929, quelque chose d'assez semblable aussi, qui est le Naudin, qui est un peu, voilà, il faut, j'imagine, pas forcément avoir d'énormes notions de dessin de caractère pour voir que le A minuscule dans le mot dent est quand même un peu biscornu. C'est pas extrêmement élégant et fin. L'italique, il se rattrape un peu parce que c'est vigoureux, c'est frais, enfin il y a un peu quelque chose comme ça, mais voilà, c'est certaine sorte de caractère bon, qui n'a plus tant de succès aujourd'hui, on voit plus trop de choses faites comme ça. Donc le dessin est volontairement maladroit, et il ne faut pas le confondre, il y a un caractère qui ressemble beaucoup, qui est le Tradition, fait par la fonderie Berthold, en Allemagne. Donc vous voyez, même entre les pays, on pouvait se copier joyeusement. Tout ça vient d'une tradition, si on peut dire, de quelques décennies où le 19e siècle, pas que en typographie, dans à peu près tous les domaines d'art graphique, d'ameublement, d'architecture, où on copie les siècles passés et on fait du pastiche. Du pastiche plus ou moins bien fait, parfois un peu ridicule, comme la fonderie Bertrand, qui nous propose ce XIIe siècle. Alors, évidemment, jamais personne n'a écrit comme ça au XIIe siècle. En plus, il s'amuse à mettre au milieu avec un Y, enfin, pour faire un peu ancien, des petites bouclettes un peu partout. C'est du pur XIXe siècle que ce genre de choses. Il y a des copies. Alors justement, la notion de copie va devenir de plus en plus floue au fur et à mesure que j'avancerai. Parce que, en fait, dans toutes ces fonderies, là c'était les choses un peu originales, mais dans la base, le fond de ce qu'ils proposaient, c'était la même chose. Chacun avait son caractère, entre guillemets, Didot. Chacun avait son caractère, entre guillemets, Elzévir, et c'était le même nom dans les différentes entreprises qui les vendaient, mais il y a pas mal de différences d'un à l'autre. Donc là, ce que je vais vous montrer, alors là c'était la partie sympathique jusqu'à maintenant. Maintenant, il va falloir se concentrer. Ce que je vais vous montrer là, c'est donc des caractères qui ne sont pas du tout d'avant-garde. Généralement, ils ne sont pas dans des livres d'histoire de la typographie. Ce sont toutes des copies, des plagiats, des erreurs comme ça, enfin des inspirations très grandes l'un de l'autre. Ils sont très banals. C'est vraiment des caractères pour de labeur, pour le texte courant, le tout venant. Et vraiment fades pour certains, ils n'ont vraiment aucune particularité. Et ce qu'ils ont tous en commun, ce qui est assez important, c'est qu'ils sont anonymes.
On ne sait absolument pas qui les a dessinés, qui les a gravés. C'était des employés anonymes des fonderies. Donc, je vais vous montrer des caractères de type Elzévir. Alors, l'année dernière, si certains étaient là, il y avait une conférence sur Louis Perrin qui a lancé au milieu du XIXe siècle, en publiant les inscriptions antiques de Lyon d'Alphonse de Boissieu, un caractère qui sont donc les Augustaux, qui va lancer un mouvement qui s'appelle le renouveau elzévirien. La particularité de ce mouvement, c'est que jusque-là, l'histoire de la typographie, ça a été relativement linéaire. On avait une évolution d'un caractère qui chasse l'autre, etc. Et là, c'est la première fois où on reprend des caractères très anciens, on saute de plusieurs générations et on essaye de faire aussi bien qu'eux, de les rééditer, de les ressortir. Donc c'est un retour vers le passé, un passé plutôt mythologique, mais un passé glorieux. Donc ici, vous avez ces Augustaux de Perrin, qui sont assez maigrelets, mais ça c'est courant dans les caractères du XIXe siècle, et qui ont comme particularité, s'il fallait en trouver une petite, parce que c'est très très sobre, hein, c'est très banal comme lettre, c'est les empattements. Donc les pieds des lettres sont très très petits. Si vous prenez un N minuscule, ça dépasse à peine de chaque côté. C'est très très léger. Donc, il va inspirer beaucoup de monde. Tout d'abord, son élève, Théophile Baudoir. Donc, Baudoir était le directeur de la Fonderie Générale, une fonderie assez importante à la fin du XIXe siècle, et c'était vraiment le synonyme de la qualité. En gros, au XIXe siècle, on marquait Baudoir quelque part, ah c'est bon, les gens ne prenaient même pas la peine de regarder, si c'était signé Baudoir, c'était bien. Et du coup, le service commercial de la fonderie avait un travail très très largement facilité. Mais donc celui-là, c'est peut-être le moins classique finalement de ces caractères. Ça ressemble un peu à de l'italique redressé. Si vous regardez le Y, par exemple dans type, c'est un Y d'italique, ça c'est pas un Y de romain. Et il est droit. Alors le A a un ergot assez bizarre sur la droite, le A minuscule. Le F descend sous la ligne de base aussi, ce qui est le cas généralement des italiques. Et si vous regardez un N minuscule ou un M, au lieu d'avoir, par exemple pour le M, au lieu d'avoir 3 empattements en bas, le dernier fait une petite boucle qui sort sur le côté, ce qui est aussi une particularité d'italique. Alors là, sur la gauche, vous pouvez voir le spécimen, une page entière. C'est un peu fatigant à la longue quand on les feuillette l'un après l'autre, c'est qu'il fallait justifier du travail qu'on fait. Donc là, on cite Nicolas Janson et en bas, Firmin Didot. On mettait des noms. Voilà, il fallait mettre des noms de grands noms. Les grands noms de la typographie, ça faisait sérieux, au cas où on en douterait. Un autre Elzévir, ici, de la fonderie de la veuve David, qui est aussi assez pâle, qui par contre est dans ce qui s'appelait à l'époque le goût hollandais, c'est-à-dire que là par contre l'œil est très grand, c'est-à-dire il y a peu de différence entre majuscule et minuscule. Si vous regardez le B de abandonne, la montante elle n'est vraiment pas beaucoup, hein. Ça dépasse à peine du corps de la lettre, donc ça c'est une particularité de celui-là. Il est aussi assez serré, et les capitales sont un petit peu carrées, c'est pas très 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 beau, pas très élégant je veux dire, après c'est des questions de goût. Et par contre l'italique dans Iphigénie en tauride, là par contre il s'est laissé aller le dessinateur, hein, c'est une petite bouclette. Bon. Et puis évidemment, on n'hésite pas là aussi à reconvoquer dans le spécimen des vieilleries depuis longtemps tombées en désuétude. Si vous regardez dans Au destin, tu me prives encore, les S sont des S longs. Ça faisait quelques décennies, voire siècles, qu'on n'utilisait plus de S longs pour composer les textes, donc ce qui ressemble beaucoup à un F sans barre. Mais là, ils les ont sortis, ils les ont fabriqués pour faire, parce que ce qui est ancien est bien, forcément. Un autre Elzévir, qui alors lui, serait bien embêté pour trouver quelque chose de distinctif, parce que vraiment, il n'y a aucune lettre qui sort de l'ordinaire. C'est très très classique, et peut-être, ça dépend des opinions, mais c'est peut-être ça qui fait un bon caractère de texte, c'est quand justement il n'y a rien de distinctif.
on n'y fait pas attention, on le lit et on ne le regarde pas. C'est aussi un peu le cas de l'Elzévir Janet. Alors les deux derniers, là, Jouot et Janet, je me suis aussi retrouvé face à un problème un peu particulier, c'est que les fonderies de caractères Jouot ou Janet, ça n'existe pas. Les deux pages qu'il y a là ne viennent pas de spécimens de catalogue de fonderie, mais d'un catalogue d'imprimeur. Donc, en cherchant un petit peu, apparemment Jouot, c'était une maison d'édition bibliophilique. Alors peut-être que ce caractère, ils l'ont fait gravé spécialement pour eux, pour leurs éditions, et qu'eux seuls l'utilisaient. C'est possible, d'autant plus qu'il n'y a que 3 corps. C'est-à-dire qu'il y a du 11 points, du 7 points et du 12 points. C'est-à-dire ce qu'on utilise généralement pour le texte courant, 11 et 12 points, et le 7 points pour les notes de bas de page, pour composer des livres de bibliophilie. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autres dimensions. C'est quand même assez mystérieux. Et là, aucune idée d'où peut venir ce nom de Elzévir Janet. Et ça, c'est ce qui se passe souvent. C'est que dans les catalogues d'imprimeurs, c'est qu'ils renommaient les fontes. À peu près, à coup sûr, les caractères d'anglaise, qui étaient très appréciés pour les cartes de visite, se retrouvaient avec le prénom de la fille ou de la femme de l'imprimeur. Parce que ça avait bien de donner des lettres anglaises, puis avec des bouclettes, on donnait des prénoms féminins, généralement, donc on n'allait pas chercher bien loin. Parfois, certains fondeurs vendaient plusieurs Elzévirs. Ici, vous avez la fonderie Turlot, qui présente... Alors, il y a l'Elzévir Turlot, et sur cette page-là, il y a l'Elzévir anglais et l'Elzévir français. De là à dire lequel fait plus anglais et le plus français, c'est pas forcément évident, donc l'anglais est à gauche. Voilà, je pense que c'était surtout par commodité pour nommer les choses, qu'on donnait des noms comme ça, sans raison forcément de style. Il y en a un qui est plus intéressant, et on terminera avec celui-là, dans ces Elzévirs. Ce caractère plantin monotype. Donc il date de 1913 et il a énormément de succès. Donc ça c'est le plantin britannique, on va dire, et la fonderie typographique française a fait son plantin aussi. L'Elzévir plantin. Et bien sûr, on n'hésite pas à nous parler d'une fidèle reproduction de la gravure du célèbre imprimeur du XVIe siècle. C'est ce qu'ils disaient tous, hein, c'est toujours une fidèle reproduction, même si vous voyez que les différences sont assez grandes d'un à l'autre. Peut-être dans le mot plantin, c'est plus évident, ça fait peut-être penser à un caractère qu'on voit très souvent, très couramment, à peu près tous les jours, qui est le Times New Roman, qui doit être aujourd'hui à peu près le caractère le plus utilisé au monde, probablement, qui prend très peu de place en largeur, donc c'est pour ça qu'il est apprécié aussi, on économise du papier, et qui surtout était, je ne sais pas si c'est toujours le cas, quand on ouvrait le logiciel Word, il était là par défaut, donc la plupart des gens ne changent pas, ils prennent ce qu'il y a, et ça aide à son succès. Alors c'est pas du tout le même style. Après, il faut voir si vous regardez la taille des minuscules. Parce que le corps des caractères est calculé sur la taille des capitales. Si vous comparez la taille des minuscules, qui vous mettez que les minuscules soient à la même taille, il va prendre plus de place. Oui, parce que le Times, si vous regardez aussi, il a aussi un très grand œil, pardon, c'est-à-dire très peu de différence entre majuscules et minuscules. Les montantes montent assez peu. Ce qui fait que quand on compose en 10 points le Times, les minuscules sont assez grandes, donc on peut composer plus petit. Donc c'était un caractère destiné pour un journal où justement on essayait de composer de petit et serré. Et d'ailleurs, le Times est très beau dans des compositions serrées. Il ne faut surtout pas aller commencer de faire des grandes marges et des choses comme ça, il perd de sa saveur quand on fait ce genre de choses-là. Donc ils ont pris à la même source avec cet Elzévir plantin, sauf que l'Elzévir plantin, il faut quand même le dire, est nettement moins réussi. Si vous regardez là, il y a quand même des choses qui ne vont vraiment pas. Et le D majuscule, dans Cycle des temps par exemple, est en train de fondre. Il coule sur le côté, je ne sais pas ce qui lui arrive. Si vous prenez un C minuscule ou un E un petit peu moins, on a l'impression qu'il lui a un crochet sur le côté et un cerf-volant qui tire vers la gauche, vers
vers la gauche en haut, il a l'air de retenir un peu l'avancée du texte. La Grèce est un peu irrégulière, des fois c'est gras, des fois moins, des fois de nouveau, c'est un peu particulier. Et puis voilà, il y a des caractères qui sont étonnamment larges, par exemple le E minuscule, alors que le A est très étroit. Enfin, c'est pas un caractère extraordinairement magnifique. Donc, ce qui est particulier dans tous ces caractères qu'on vient de voir, c'est donc qu'ils étaient vendus sous le même nom. Des Elzévirs, vous en avez des dizaines. Des Garamond, pas que dans les fonderies françaises, mais des Garamond, il y en a pas mal aussi. Donc c'était toutes des copies, des réinterprétations. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que un Garamond du XVIe siècle, ça a l'air du XVIe siècle. Enfin, les Garamond vraiment gravés par Garamond. Les Garamond du XIXe siècle, ça fait très XIXe siècle. Et à coup sûr, les Garamond numériques d'aujourd'hui, quand on les regardera dans 50 ou 100 ans, ça fera très début XXIe siècle, probablement. Même si la plupart des gens qui redessinent les caractères anciens font des dossiers de 50 pages pour expliquer que oui, je suis enfin arrivé à faire une copie exacte et parfaite. Finalement, est-ce que ça nous intéresse vraiment que la copie soit exacte et parfaite? Ce qui nous intéresse surtout, c'est que les lettres soient belles et faciles à lire. Donc, ce name dropping, donc on envoie des noms prestigieux pour faire bien au XIXe siècle. Je pense qu'on devrait pouvoir s'en passer aujourd'hui. Un bon caractère n'a pas besoin d'avoir des références historiques pour être bon. Et donc, un petit peu plus, on peut repartir à des choses un peu plus légères maintenant. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de copies, de faux, parce qu'on peut considérer les typographies comme un art. Et si on regarde dans un dictionnaire étymologique, l'art, ça a la même origine qu'artifice. C'est le contraire de la nature, l'art. C'est forcément, et par définition, c'est faux. Ce n'est pas la vérité, la nature, c'est forcément faux. Et donc, les fondeurs, là vous allez voir le sommet de leur art, avec, par exemple, la fonderie Warneret qui propose de la fausse machine à écrire. C'est-à-dire des caractères en plomb, à composer dans des ateliers d'imprimerie, mais qui ont l'air de caractères de machine à écrire. Et pour pousser le détail, on met même des ratures, des lettres barrées, pour être sûr que ça soit... Alors c'était très très apprécié pour faire les circulaires, entre guillemets, personnalisés. C'est le même genre de choses qui est apprécié dans ce caractère stylo. On a régulièrement dans les boîtes aux lettres des petites cartes d'agences immobilières qui cherchent à acheter dans le quartier, avec des lettres qui ressemblent beaucoup à ça. Si vous regardez rapidement de loin, encore aujourd'hui, ça a l'air d'être fait à la main, la petite signature, le petit texte et la signature. Mais si on regarde un peu plus près, c'est étonnant, tous les E sont identiques, par exemple, ce qui démontre quand même que c'est donc des caractères aujourd'hui numériques. Mais là, c'était des caractères en plomb. Donc ce caractère qui s'appelle stylo. Après, on peut aussi avoir des décalages chronologiques qui peuvent apparaître, des choses assez anciennes qui ont l'air beaucoup plus récentes. Deux exemples ici. Vous avez les pyramidales à gauche ou ce caractère à droite. Donc les pyramidales, enfin la page de gauche qui vient d'un spécimen Turlot de 1878. Donc ce sont bien les années 70, mais du 19e siècle, malgré ce qu'on pourrait croire. Et alors, celui de droite n'est pas daté, mais c'est aussi dans ces années-là, fin 19e siècle, avec les bas de la lettre un peu semelle compensée et pattes d'éléphant. Après, dans le genre de décalage chronologique, on peut aussi voir des cycles de graphisme. Par exemple, cette fausse publicité pour les vins Nicolas, composés en vulcain, à des formes géométriques, des surimpressions. Si vous regardez les affiches qu'il y a dans la rue ces dernières années, il y a beaucoup de formes géométriques et de surimpressions. Ça ne paraîtrait pas forcément extrêmement vieillot et décalé si vous sortiez ça aujourd'hui dans un atelier de graphisme. Et pourtant, donc, ça date des années 30. Alors, plus frappant, vous avez par exemple les lettres angulaires. 130 ans au compteur. Et si vous les mettiez dans un catalogue des Californiens d'émigrés, qui est une fonderie californienne, ils sont des années 90 et début 2000, qui ont leur heure de gloire,
ça ne ferait pas tâche. Ça ressemble terriblement à ces caractères, entre guillemets, on peut dire postmoderne, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-là, ou en général peut-être aussi. Et pour terminer dans cette série, un autre caractère, mais alors là c'est quelqu'un, quand je vous disais que quand on veut parler d'une autre époque, on parle surtout de la sienne. Reportage au XXe siècle, et pourtant c'est assurément des années 70, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc un caractère qui s'appelle l'hypnose, par Jean Alessandrini, qui devait aussi prendre quelques substances illicites. Donc, après avoir vu toutes ces lettres, je pense que vous devriez être convaincu que la lettre est une image. Que dessiner une lettre, ça peut se dessiner, que la limite entre les deux, alors là, dans ces cas-là, elle est encore plus mince. C'est qu'une lettre, ça se dessine. Donc là, vous avez des formes toutes faites. Ce qui est très pratique quand vous êtes imprimeur, par exemple, vous faites beaucoup de cartes de visite. Si vous devez composer à chaque fois monsieur, ou madame, ou avenue, ou ces choses, enfin, ces mots qui reviennent tout le temps, ça vous perdez du temps. Donc les fondeurs vendaient directement les noms déjà tout faits. Et comme on pouvait les fondre en une seule fois, on pouvait faire ce qui est très difficile à faire en typographie avec les lettres mobiles, c'est par exemple d'avoir des morceaux de lettres qui passent par-dessus d'autres. Quand on grave tout en une fois, on fait un bloc et on peut se permettre des formes un peu plus joyeuses comme ici, avec parfois des formes, par exemple sport, bon, style purement art nouveau, tout en arrondi. Aujourd'hui, le mot sport, on ne le mettrait peut-être pas forcément dans ce style-là. Et donc, pour terminer, je vais vous montrer des images, une petite série d'images, parce que les vendeurs de caractères vendaient aussi des images. C'était des clichés typographiques, des clichés simples. Des images pour quoi faire? Des images toutes faites pour les imprimeurs, pour des usages très très pratiques, comme les papiers d'emballage. Quand on va acheter son pain ou qu'on va chez le boucher, souvent ce qu'on achète nous est donné dans un petit sachet avec des jolies images dessus. Donc là, vous avez tout le matériel qu'il faut pour des bouchers, charcutiers, des boulangers, et parfois des mots qui peuvent sonner un peu bizarres, comme société de consommation. On imprimait société de consommation. Aujourd'hui, ça serait peut-être plutôt association de consommateurs qu'on dirait avec les termes modernes, je pense. Alors certains fondeurs étaient plus politisés, clairement. Donc pour les en-têtes de lettres du parti, avec marteau et faucille, qui n'ont pas leur position habituelle, et une étoile qui guide le prolétariat vers le grand soir. Donc des galvanos modernes qu'on pouvait acheter et imprimer. Ça c'est probablement fait pour des en-têtes de lettres. Mais généralement, le côté politisé était assez peu présent et il fallait avoir de la clientèle, donc on ratissait large, avec des thèmes qui marchent bien, comme le sport. Donc les noms ont changé aussi depuis l'époque, hein. Le football rugby et le football association. Il y a plutôt le rugby et le football. Et avec aussi une chose qui aujourd'hui a bien changé, c'est que vous voyez par exemple, disons celui qui se repose en s'appuyant sur ses genoux, on l'a en 3 tailles. Point. Si on le veut un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, comme on fait aujourd'hui très facilement avec un ordinateur, et bien là c'est pas possible. C'est cette taille-là ou celle-là, point final. On a aussi des catalogues entiers qui nous proposent des couronnes, des décorations militaires, alors c'est des couronnes de laurier, mais on a aussi à peu près toutes les familles royales d'Europe ont leur page avec les différents formats de drapeaux, etc., de toute l'héraldique. Ça fournissait pas mal. Les médailles aussi, surtout pour les médailles d'exposition universelle, avec parfois des tricheries, par exemple. Vous aviez un logo d'une entreprise qui fabrique je ne sais pas trop quoi, avec des médailles sur le dessus pour montrer qu'ils avaient gagné des concours, mais comme ils n'en avaient pas gagné tant que ça, en fait c'était la même médaille, mais on montrait le recto et le verso, pour qu'on voit les deux côtés, ce qui permettait de doubler le nombre de médailles. Et puis, pour la presse, les avis mortuaires, qui demandent passablement de croix. Donc là, juste pour s'imaginer, la page est très très grande, c'est à peu près ce format-là.
Et pour les avis mortuaires, il y a aussi un matériel assez particulier, assez, qui aujourd'hui n'existe plus. Ce sont des pages entières de M capitales, avec des croix, des anges, des attributs divers et variés. Donc on a des pages de M. Est-ce que ça vous avez déjà vu des M comme ça? A priori pas. Qui sont généralement suivis par des pages de V. Alors les V, on est plus démonstratif, hein, comme c'est pour des avis mortuaires, avec squelette, flamme et différentes choses. Là, vous en avez un qui sort d'une tombe, et bon, différentes scènes de ce genre-là, rendues sous le sujet religieux. Alors là, par contre, de très grande taille, hein, c'est aussi des vignettes qui font facilement cette taille-là. Et donc l'utilisation, c'était fait pour être imprimé sur des billets d'enterrement. Ici, vous en avez un assez ancien. Alors, il paraît que c'est très, je mets aussi des guillemets, que ça existe encore au Portugal. Que pour annoncer le décès de quelqu'un, au lieu de mettre une petite annonce dans la presse et d'envoyer aux amis et aux proches, on met carrément une grande affiche dans la rue pour inviter les gens au convoi funéraire. En Italie aussi. En Italie aussi? À Naples. Oui, ouais. Oui, ouais. Et donc, en France, c'était chose courante. Bon, évidemment, pour les gens qui avaient les moyens de se payer une affiche, bien sûr. Et donc, voilà, on n'était pas la mort sobre et discrète d'aujourd'hui. On y allait. Un squelette qui pose sur sa grande draperie. Donc, ces M et ces V, c'était la forme standard, c'était messieurs, mesdames, vous êtes invités, etc. Donc, il y a toujours des M et des V. Avec l'heure, la date, etc. Et des formules, des prières, très souvent. Voilà. Alors, le musée de l'imprimerie, on a une belle pile de ces billets d'enterrement, c'est très joli à regarder. Oui, non, mais ils sont très beaux. Il y en a différentes époques. On voit aussi des évolutions de style. Et ils sont tellement jolis que je pense qu'ils mériteraient un jour peut-être une conférence rien que pour eux-mêmes. Donc, je ne vous en montre pas plus. Et sur cette petite touche macabre, je vais savoir si vous avez des questions. Et si ce n'est pas le cas, je vous remercie de votre attention.